notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Savez-vous, député de la Seine-Saint-Denis, vice-président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de sujets à voir avec vous. Et on commence par l'Ocean Viking. C'est ce bateau de l'association de l'ONG SOS Méditerranée qui est actuellement dans la Méditerranée. Il approche les eaux territoriales françaises avec plus de 200 migrants à son bord. La France qui dénonce le refus inacceptable, je cite, de l'Italie de le laisser accoster. L'Italie doit jouer son rôle, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Qu'en pensez-vous ? La France a raison déjà de dénoncer l'attitude du gouvernement italien. C'est très concret, hein. Je veux dire que chacun ait en tête si par malheur Madame Le Pen, qui est un peu l'équivalent du gouvernement italien, était en responsabilité, ça veut dire que concrètement, même le droit international maritime ne serait pas appliqué, parce que c'est ça dont on parle. Quelle que soit la position des uns des autres sur l'immigration, il y a des conventions qui sont par ailleurs des traditions très anciennes, mais qui sont notamment exprimées par des conventions. Il y en a une de 74, une autre de 79, qui dit que clairement, quand des gens sont en situation de détresse, le port le plus proche doit les accueillir. Et en l'occurrence, le port le plus proche, il est en Italie. Et le gouvernement italien ne veut même pas honorer ça. Ce dont nous parlons là, très précisément, sur le cas que vous prenez, c'est d'un bateau avec 234 personnes, 40 mineurs, il y a 4 enfants même extrêmement jeunes. Alors l'Italie dit oui pour les mineurs et les personnes en situation de santé fragile. Oui, mais donc là, ce dont on parle, c'est d'un refus alors pour 150, 160 personnes. Il y a des liens familiaux entre les enfants et les parents. Enfin, je veux dire, bon, personne ne va être submergé par le fait que 230 personnes en situation de danger accueillent. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, moi je suis d'abord dans un premier temps effectivement pour rappeler l'Italie devant ses responsabilités. Il n'empêche que le temps leur tourne, hein, si je puis dire. Et moi je lis la presse comme vous, il y a des gens qui sont en situation, voire même ce dont on parle, c'est de pronostic vital qui commencerait, qui pourrait être engagé. Donc j'aimerais qu'au bout d'un moment, mais je crois que c'est un peu dans les tuyaux, si vous me permettez l'expression, qu'à force la France dise qu'il y a des ports, éventuellement français, le nom du port de Toulon est évoqué, qui puisse accueillir ce bateau. Il y a la Corse, l'exécutif corse s'est dit prêt à l'accueillir, la ville de Marseille s'est dit prêt à l'accueillir. Est-ce que le gouvernement français doit dire oui pour que ce moi je crois qu'il serait temps de dire oui. Voilà, il faut le faire. On a trop perdu de temps, d'ores et déjà. C'est tout à l'honneur, Monsieur Simeoni, pour ce qui est de la Corse, de Marseille, de dire bon, maintenant on sort d'une situation où on peut faire un bras de fer avec le gouvernement italien. Il s'agit d'abord de marquer là qu'il y a un problème. Hein. Je rappelle que Monsieur Macron a été un des premiers à rencontrer Madame Meloni, lui serrer la main, mettre ça en scène. On avait dit bon, c'était pour des raisons diplomatiques, mais je veux dire, il n'aurait pas dû le faire. C'est l'extrême droite. Non, mais il l'a fait était en Italie. Il l'a fait très rapidement et bon, voilà, j'en aurais pu imaginer autre chose et des déclarations. Mais enfin, qu'importe. Quoi qu'il en soit, là maintenant, je crois qu'il est temps, on l'aura compris, mais même s'il fallait un peu rappeler le cadre, d'accueillir ces gens, de leur prêter évidemment le secours immédiat et d'avoir en tête, si vous me permettez, que bon, premièrement, depuis le début de l'année, c'est 1700 personnes qui sont mortes en Méditerranée. On parle de sujets sérieux, que la question des migrations est le grand sujet du 21e siècle, que pour ma part, je ne défends pas l'idée non plus que nous n'ayons pas des politiques d'immigration plus large. C'est aux États du monde de voir comment nous évitons que des millions de gens soient jetés sur les routes en raison des dérèglements climatiques, des guerres, des traités de libre-échange qui ont fiché en l'air des économies. Mais en attendant, la réponse peut pas être ce slogan brutal et bestial qu'on a entendu à l'Assemblée nationale, qui retourne en Afrique, j'en ai rien à fiche, etc. C'est des gens qui sont en situation de détresse, qui risquent leur vie. Et il me semble que c'est la base de toute société humaine, de toute tradition politique, de toute conviction spirituelle que de dire... Ce qui ne doit pas empêcher une politique migratoire plus ferme, c'est ce que vous dites ? Pardon ? Ce qui ne doit pas empêcher une politique migratoire plus ferme ? Mais qu'est-ce que ça veut dire plus ferme ? Je ne sais pas. Actuellement, elle est ferme de toute manière. Il faut arrêter de faire croire aux gens. Pour vous, la politique migratoire actuelle elle est ferme. Enfin, moi, je suis dans un département en plus de Seine-Saint-Denis où il y a de l'immigration, où beaucoup de gens rencontrent des tracas administratifs. Bon, je veux dire, c'est que dans l'esprit de gens qu'il y a du laxisme. Hein, c'est pas le sujet. Mais de toute manière, moi, je suis pour que cette question-là, parce que je vois bien des fois le désarroi. Alors, il y a des agendas médiatiques qui sont créés, mais c'est une réflexion que nous devons avoir au niveau mondial. Pardon de le dire, alors je sais bien, ça peut sembler écrasant, mais oui, pour quelles raisons des gens quittent leur pays, pour quelles raisons, d'une fois de plus, des économies qui ont eu fonctionné cette situation de détresse. Le dérèglement climatique, c'est pas seulement une obsession d'écolo déconnecté. C'est la réponse auquel il faut mondialement, et toute la collectivité humaine mondiale doit prendre à bras le corps. Sinon, nous aurons dans le 21e siècle des millions de gens qui quitteront leur pays. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Des barbelés ? C'est irresponsable. Donc c'est un sujet lourd auquel il ne faut pas répondre bestialement, comme vous savez bien à quoi je fais référence, parce que c'est absurde. Parce que c'est pour ça que je pousse l'avantage, enfin du moins l'argumentation, c'est comme Madame Le Pen a dit, c'est notre politique, mais Madame Le Pen, ça va être comme Madame Meloni.
C'est-à-dire, Madame Le Pen, en responsabilité, va laisser mourir des gens sur des bateaux. C'est ça qu'elle veut. Ce sera ça la France. Ce sera un pays qui respectera plus les conventions internationales maritimes. Ce sera un pays qui se considérera submergé parce que 230 personnes en détresse vont se présenter dans un bateau. C'est ça le pays qu'on veut. Quand on est fier d'être français avec ça. Moi, ça me révolte. Je dis, mais bon sang, bien sûr que le sujet est complexe, mais la bestialité, la brutalité et un peu la sottise, disons-le. Enfin, la courte vue peut pas être... Sottise de la part du RN pour vous? Pardon? Sottise de la part du RN? Je crois que même Madame Le Pen l'a dit, il est pas malin, hein, celui qui a dit ça. Mais il a révélé, comment dirais-je, par un cri bestial, brutal, aussi une politique avec laquelle moi je ne suis pas d'accord, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas des sujets sérieux qu'il faut aborder sur ce thème-là. On va passer à un autre sujet, mouvement de grève massif aujourd'hui à la RATP, quasiment pas de métro, perturbations sur les TER, sur les RER. Et dans le même temps, le Parlement a donné son feu vert à la nomination de Jean Castex à la tête de la RATP. Pour vous, c'est l'homme de la situation? Non. Mais bon, enfin, non, pas spécialement. Non, mais par contre, ce dont on parle, c'est d'une privatisation des services de transport, notamment en Île-de-France, qui amène à une réduction du nombre de lignes, notamment. Moi, je le vis très concrètement. Je suis élu Seine-Saint-Denis, Montreuil-Bagnolet. C'est des lignes de bus en moins qui ont lieu aujourd'hui et ce qui amène à ce que les usagers, vous savez, souvent... Pour ceux qui ne sont pas en région parisienne, c'est peut-être un peu abstrait, mais selon de la proximité du métro, vous avez un rapport totalement différent à l'agglomération, etc. Alors ces lignes de bus après qui sont indispensables pour que les gens se rendent au travail, si vous en avez 10% qui sont supprimés, ça veut dire qu'on passe après de 15 minutes, 20 minutes d'attente, etc. Ça complique tout. Et ça, c'est des politiques qui sont mises en place. C'est un changement de statut vis-à-vis des agences, c'est plus de travail qui va être fait. Évidemment, c'est une dégradation de leurs conditions de travail. C'est donc une défense du service public qui motive la grève aujourd'hui, et ils ont raison. Et Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui demande à la RATP de revenir à l'offre d'avant Covid, 100% de l'offre avant Covid, et qui appelle Jean Castex à rétablir une qualité de service qui s'est nettement dégradée. Vous la soutenez dans cet appel, Valérie Pécresse? Oui, mais bon, elle accompagne elle aussi le mouvement de privatisation, puis elle évoque même la possibilité que le pass Navigo soit augmenté pour trouver des marges de manœuvre financières. Donc il faut mener la bataille pour que ce ne soit pas les usagers qui s'en retrouvent aujourd'hui les principaux, c'est-à-dire ceux qui payent cette augmentation. Donc je ne fais pas confiance, pour dire les choses clairement, Mme Pécresse pour défendre le service public, vu qu'elle a elle-même entamé la marche à la privatisation du service public. Vous qui parlez justement de la vie chère, de pouvoir d'achat, il y aura une suite à votre marche contre la vie chère du 16 octobre? Il le faudrait, nous en discutons. Il n'y a pas de date qui sont fixées. Vous savez que nous avons aussi un dialogue avec les organisations syndicales dans le respect de chacun. Pourquoi pas à ce que tout converge dans une seule et même journée. C'est parfois accueilli de manière un peu... certaines des organisations syndicales... Et vos partenaires de la NUP aussi? Oui, on a réfléchi. Là, dans le calendrier qui est le nôtre, on essaie aussi de voir, pour être franc avec vous, l'agenda un peu social. Hier, par exemple, j'étais avec d'autres parlementaires à l'invitation de M. Dussopt au ministère du Travail. La réforme des retraites qui est en cours, c'est aussi un sujet politique qui va de pair avec le fait de l'inflation, de la dégradation de ce qu'on appelle la vie chère, c'est-à-dire aussi la possibilité, la volonté de ce gouvernement de faire travailler les Français plus longtemps, de reporter l'âge de retraite jusqu'à 65 ans, qui entraînerait, selon nous, une baisse des pensions, évidemment. Je rappelle qu'on a le taux d'employabilité le plus bas à partir de 50-55 ans, et comment croire le fait de repousser en plus l'âge de déclenchement de la retraite, que ça va créer quelque chose de positif. Mais donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelle marche contre la vie chère, mais que vous réfléchissez à une mobilisation contre la réforme des retraites? Ça veut dire, pour être franc avec vous, qu'à ce stade, il n'y a pas de date qui est fixée, mais qu'il y ait la volonté, effectivement, de répliquer, de se mobiliser, oui, et que nous regardons un peu comment le gouvernement lui-même avance pour éventuellement être, comment dirais-je, raccord avec ce qui se passe. Parce qu'il y aura de quoi se mobiliser très fortement contre ça. Enfin, du moins, nous y appellerons à se mobiliser. Ce serait une gigantesque régression sociale. Que personne ne croit que ça va être quelque chose qui va améliorer la vie des gens. Ça va entraîner, je le répète, de plus en plus de Français qui n'arriveront pas à avoir la totalité de leur trimestre, qui subiront une décote déjà du point de vue de leur retraite, qui subiront le fait qu'ils n'auront pas la totalité de leur trimestre, et on aura des pensions plus basses. On va avoir des retraités pauvres. Et moi, je ne veux pas de ça. Contrairement à ce qu'affirme le ministre, c'est une mesure, en fait, purement d'économie budgétaire qui va aller dans le sens d'une dégradation sociale. Et pas que, parce que René-Paul Savary, qui était là juste avant vous, sénateur de droite, rapporteur de ce sujet au Sénat, il dit que de toute façon, avec la réforme Touraine,
rappelle, voté par la gauche sous un gouvernement socialiste. On arrive à un report de l'âge de départ. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une forme d'hypocrisie de la part de la gauche? Alors, vous aurez remarqué que je ne suis pas socialiste. Et que j'ai remarqué, mais vous appartenez à la NUP avec les socialistes. Mais j'entends bien. Et ce qui fait un peu ma singularité, justement, c'est que nous sommes en rupture avec les politiques qui ont été menées, en particulier par celle qui a été menée par Madame Touraine. Là aussi, ce que vous dites, et vous avez bien raison, est encore sujet de discussion, en particulier avec mes amis sénateurs socialistes, parce que je leur rappelle que pour ce qui est de la NUPES, nous avons passé un accord programmatique, dans lequel le mot d'ordre qui est retenu, c'est celui de retourner vers la retraite à 60 ans. D'accord? C'est ça sur lequel nous nous sommes rassemblés. Alors, je sais bien que ça fait peut-être discussion de la part de certains qui n'ont pas totalement, comment dirais-je, digéré la réalité de cet accord, mais il est là, il est sonnant et trébuchant, et c'est ça qui a permis que nous ayons 150 députés à l'Assemblée nationale. Donc vous demandez aux socialistes, aux parlementaires socialistes, de défendre la retraite à 60 ans? De respecter l'accord NUPES que nous avons mis en place. Si nous l'avons signé, les gens qui l'ont signé sont des gens sérieux, et effectivement, ça passe par une rupture avec les réformes Touraine, qui, de mon point de vue, ne vont pas évidemment dans le bon sens. C'est ce qui a amené à ce que M. Hollande, en responsabilité, n'a jugé impossible de se représenter pour la suite. C'est dire combien ces réformes sociales étaient jugées, comment dirais-je, positivement par les Français. Donc il faut que tout le monde ait un peu en mémoire les choses. Ça n'est pas excessif, ça n'a rien d'incroyable que de se dire qu'on revient à ce qui faisait partie des grandes conquêtes sociales de la gauche en 1981, quand elle est revenue, quand elle est enfin accédée en responsabilité. Les gens en ont besoin, c'est ce qui permettrait que des millions de gens aient des pensions de retraite dignes et qu'en fait on puisse profiter. Je répète que l'âge en bonne santé, c'est 62,3 ans pour les gens. Et si on veut profiter de cette nouvelle étape de la vie de la retraite, c'est pas déglinguer, casser, et c'est pouvoir un peu en bénéficier, parce que le droit aussi, après avoir bien travaillé, à tranquillité, au bonheur, à se consacrer à des tas de choses, sa propre famille ou des activités diverses, c'est me semble-t-il, la marque d'une humanité, d'une société humaine. Mais puisque vous me parlez des différences avec les socialistes, il y a 2 jours, l'Assemblée nationale a adopté le budget rectificatif avec les mesures pouvoir d'achat, le chèque énergie, la ristourne sur les carburants, adopté 149.3 parce qu'il y a eu abstention des LR et des députés socialistes. Vous le regrettez? Non, ça c'est encore, c'est pas l'aspect, bon je regrette, ça aurait été mieux qu'on vote tous ensemble, mais comme dans ce PLFR, il y avait eu quelques avancées malgré tout, la discussion d'abstention ou voter contre, je veux dire, a une forme de pertinence à mes yeux. J'ai plus de... Il n'y a pas de fissure au sein de la Non, je veux dire, il y a plus à la limite de discussion entre nous quand il s'agit de voter la motion de censure. Moi, je pense que mes amis socialistes auraient dû la voter comme nous. Ils ont préféré s'abstenir. Là, je vous parle librement, et Olivier Faure le sait. Là, je pense qu'on aurait dû tous se retrouver sur la motion de censure. Sur le PLFR, nous, on a voté contre, ils sont abstenus. Mais certains ont voulu marquer le fait que dans la discussion, il y a eu des choses. Nous, on a voté contre avec les écologistes et les communistes. Là, il n'y a pas de tension particulière. Et vous continuerez à déposer des motions de censure à chaque 49.3 ? Écoutez, Madame la Première ministre veut banaliser l'utilisation du 49.3. Je ne vois pas pourquoi on devrait politiquement céder face à elle et dire finalement vous avez raison, allez-y, continuez. Olivier Faure vous dit qu'il ne faut pas banaliser la motion de censure. Alors pour quelle raison Madame la Première ministre banalise le 49.3 et nous on n'y répondrait pas? Puis enfin je vais vous dire une chose, hormis les parlementaires, les Français, moi de ce que je vois, ils trouvent ça normal qu'un député d'opposition s'oppose. Qui me fait reproche en disant, je dis pas que ça passionne tous les gens, mais les gens qui suivent, les gens ne trouve pas normal qu'on utilise ce qui est quand même un des traits les plus autoritaires de la Constitution de la Ve République. C'est-à-dire que quelqu'un dit « je ne suis pas majoritaire au Parlement, je vous impose un budget ». Elle le fait, elle le refait, elle le refait. Bon, mais nous, on doit, lui imposer qu'une demi-journée, elle écoute au moins pour quelle raison nous ne sommes pas d'accord. C'est ce que une motion de censure. Parfois, ça prend même une façon, moi j'ai appelé ça une motion de censure tribunicienne. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que nous reprenions la parole pour lui dire nos désaccords. Bon sang, c'est un minimum de démocratie. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Au nom du fait que ça dérangerait les députés de venir une demi-journée de plus, on dit vas-y Elisabeth, fonce. C'est pas que ça, vous savez Alexis Corbière, c'est aussi que le Rassemblement National vote systématiquement maintenant vos motions de censure et que du coup certains socialistes ne veulent pas voter avec ça. Très bien, alors parlons de ça. Il faut dégonfler cet argument, pardon, je ne le prenais pas mal, totalement bidon, et qui porte en lui-même uniquement de la communication gouvernementale. Depuis toujours, même quand les socialistes l'ont fait, chaque fois que les socialistes, et tous ceux, je parle pas d'Olivier Faure, mais parmi ses opposants au prochain congrès, parce qu'on ne parle que de ça, chaque fois qu'une motion de censure a été déposée, que même par des socialistes, il y avait parfois des Fronts National qui votaient et ça ne faisait s'évanouir personne. C'est la marque d'une motion de censure. Vous la déposez, vous ne proposez pas un contrat de gouvernement, vous dites seulement, voilà, je veux censurer, et des gens, pour plein de raisons différentes, peuvent amener à censurer ce gouvernement.
Et c'est la moindre des choses, c'est normal. Ou alors c'est la motion de censure d'opérette. Je dépose une motion de censure, mais surtout ne la votez pas, parce que nous avons des désaccords politiques. Ça, c'est le théâtre de Guignol. Et les Français qui regarderaient ça diraient, en fait, vous êtes des gens inconséquents. Moi, je pense que quand je dépose une motion de censure, c'est pour qu'elle gagne, pour censurer le gouvernement. Monsieur Macron a dit, si c'est majoritaire, je dissoudrai l'Assemblée nationale. Eh bien, on lui dit chiche. Moi, j'ai pas peur des électeurs. S'il faut en repasser par là, revenons aux urnes. Je ne vais pas céder et cesser d'être opposant sous les menaces de je ne sais trop qui, ou le candidaton inventé uniquement, je le répète, par des gens minoritaires dans le Parti socialiste, mais qui veulent mettre à mal la stratégie d'Olivier Faure de faire l'union avec nous. Donc c'est des arguments de mauvaise foi, portés par des gens de mauvaise foi. J'ai même vu que M. Cambadélis, ressortant de sa boîte comme d'un seul coup, venir nous expliquer des choses qu'il trouvait tout à fait normales quand il dirigeait le Parti socialiste. Et même M. Darmanin nous a critiqué quand M. Darmanin a eu voté des motions de censure avec le Rassemblement national. Donc leur mauvaise foi montre que en 5e République, quand tu déposes une motion de censure, j'invite les députés LR, j'invite tous ceux qui le souhaitent à censurer le gouvernement, et il n'y a aucun pacte de gouvernement, il n'y a aucun compromis. Et je termine ma démonstration sur une chose, parce qu'il était même question que le texte de la motion de censure, qui accompagne le dépôt de la motion de censure, aurait fait des concessions pour que le Rassemblement national le vote. C'est totalement faux, à tel point même que la dernière motion de censure que nous avons portait même, j'ai plus la phrase en tête, pardon, mais des critiques vis-à-vis du RN, et le RN l'a quand même voté. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des députés Rassemblement national que j'avais vu une fois qui ont dit, quel que soit ce que vous mettriez dedans, on la votera. Donc tout ça, c'était uniquement une volonté interne et politicienne. Mais sur le fond, s'il faut faire chuter ce gouvernement qui va faire travailler les Français plus longtemps, qui propose des mauvais budgets, qui dégrade les services publics, nous sommes là pour ça. On va parler d'un chiffre qui a été publié hier, c'est le chiffre des atteintes à la laïcité au sein des établissements scolaires. 720 cas recensés au mois d'octobre, c'était 313 en septembre, et 40% des incidents le sont pour port de signes et tenues religieuses. Ce sont des chiffres qui vous inquiètent? Alors, vaste sujet. Premièrement, la laïcité est quelque chose d'important. Moi, je suis favorable, par exemple, à la loi de 2004 qui interdit le port des signes religieux à l'école. Je rappelle au passage que avant d'être parlementaire, je suis prof d'histoire en lycée professionnel, etc. Donc bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, premièrement, attention à ce que ces chiffres, moi j'ai demandé au ministre des précisions, soient pas des chiffres du fait qu'il n'y a pas en soi d'augmentation, mais il y a plutôt une demande de plus en plus importante de la part des fois du rectorat vis-à-vis des chefs d'établissement de faire remonter tout ce qui se passe. D'accord? Alors ça, peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ce que je veux dire, c'est est-ce que la situation... Ça veut dire que les cas sont plus signalés qu'avant. Ils ne sont pas en augmentation, mais vous estimez qu'ils sont plus signalés qu'avant. Moi, je demande à ce qu'il n'y ait pas du sensationnalisme autour des chiffres. Enfin, il y a un autre sujet, de mettre les pieds dans le plat. Les signes religieux, je sais ce que c'est. Mais un vêtement culturel, est-ce que c'est un signe religieux? Il y a une discussion qui n'est pas simple. Et moi, pour en avoir un peu parlé, y compris... avec le ministre et autres, c'est que comment on légifère sur une tenue, pas sur un signe religieux. Je sais ce qu'est une kippa, je sais ce qu'est un foulard, je sais ce qu'est une croix, d'accord? Mais une tenue. Vous rentrez là dans quelque chose qui est la police du vêtement. Et ça, c'est pas la laïcité, c'est pas Aristide Briand. Aristide Briand, en 1905, est très clair là-dessus. Et je le rappelle pour ceux qui avaient suivi, ou du moins ceux qui ont relu, quand, en 1905, sous la pression de ceux qui étaient les plus anticléricaux de l'hémicycle, des gens qui me sont assez sympathiques par ailleurs, qui demandaient à ce que même la soutane soit interdite, Aristide Briand répondait l'habileté des couturiers et des tailleurs sera toujours à même de trouver une autre manière d'exprimer de toute manière une proximité confessionnelle. Donc on peut pas aller là-dessus. Et donc je demande à... Quelle tenue? Il n'y a pas des tenues qui sont quand même significatives? De quoi? J'allais dire d'une appartenance culturelle. Oui, sans doute, oui. Et alors? Pas religieuse? Une appartenance culturelle, et on est dans le flou. Mais comment on légifère? On interdit des tenues? Et si ça se trouve, demain, alors il y aura une religion qui va dire tel jour on s'habille de blanc parce que, et alors on va interdire une couleur. Ça s'arrête tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de jouer des muscles et dire attention, mais ça s'arrête tout ça. Comment on légifère? Comme législateur, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça la laïcité? Est-ce que c'est la tenue d'une robe? Moi, je veux dire qu'il y a des clarifications à faire en tant que législateur pour vous? Je pense que là, on s'aventure sur un terrain. Je demande à voir qui ne va strictement rien donner, si ce n'est agiter des chiffres. Moi, je répète que pas de signe religieux dans l'établissement scolaire, sans aucun doute. Pas de pression religieuse, évidemment, sur l'enseignement, sans aucun doute. Et avec fermeté. Et il faut sanctionner quiconque, a fortiori, si c'est des gens extérieurs aux établissements et des parents qui viennent reprocher à un enseignant d'avoir fait cours. Là, c'est le cas, parce que vous êtes prof. Je suis pour. Non, mais là, ça... Vous le savez, Alexis Corbière, vous êtes prof. Est-ce que les profs sont suffisamment protégés, sont suffisamment soutenus face à ces pressions qui existent? Vous le reconnaissez? Discutons. Par ailleurs, on est 2 ans après l'affaire Samuel Paty.
C'est quelque chose de le plus abject et bestial qui ait pu exister. Mais même au-delà de ça, moi, j'ai pas de chiffres, mais c'est sans doute une réalité. Je sais bien que il y a parfois des gens qui s'emportent et des parents pleins d'obscurantisme qui viennent expliquer que ce qui est enseigné est contraire à leurs convictions spirituelles et on doit les laisser clairement leur dire il n'en est pas question que quiconque soit menacé. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut être ferme. Mais là, après, ce dont on parle, c'est la manière dont bien souvent des jeunes adolescents s'habillent et j'ai peur Quand vous avez une abaya, par exemple, c'est pas religieux pour vous? Non. C'est pas un signe religieux. Non, mais je suis pas un spécialiste de l'islam, mais c'est indiscutablement un vêtement qui est dans, comment dirais-je, la sphère culturelle du Maghreb et des pays musulmans, mais ça n'est pas, à ma connaissance, un signe religieux. Donc c'est délicat. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que je veux pas qu'on soit contre-productif. C'est-à-dire que notre but aussi à nous, c'est d'enseigner la laïcité, qui est une manière de dire que c'est la liberté de conscience, et donc la liberté de pouvoir pratiquer sa religion, qu'évidemment ce qui est la marque ostensible d'une appartenance religieuse, c'est une chose, mais si après on rentre sur des domaines qui sont plus maîtrisés uniquement pour en gros dire, il y a, comment dirais-je, on est dans un pays dans lequel culturellement on s'habille d'une certaine façon, je crois qu'on s'aventure vers des choses qui sont l'exacerbation. Mais pour terminer, parce que par contre les enseignants, moi je le sais, et c'était déjà le cas quand j'étais en responsabilité, vous savez, la vraie formation sur la laïcité des profs, ils sont ramenés à peu de choses. Les profs, on leur demande énormément d'efforts, on leur demande d'enseigner la laïcité, mais on leur donne pas les outils pour pouvoir le faire. C'est un peu débrouillez-vous. Et puis après, quand il y a une tension, aussi une administration parfois, et même une haute administration qui ne les aide pas nécessairement. Donc c'est pas simple. Et moi je pense qu'on aurait tout à gagner à former plus les profs, à les aider à accompagner ça. Quel est le choix du document pédagogique? Quelle discussion on veut mener? Qu'est-ce qu'on veut véritablement leur apprendre? Que en permanence être dans une agitation qui ne crée pas toujours de la conscience. Voilà où j'en suis. Un mot sur votre parti, puisque la dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez dit qu'il fallait réfléchir à une réorganisation, que c'était en cours suite évidemment au retrait quand même de Jean-Luc Mélenchon. On en est où de cette réorganisation de la France Insoumise? Il y aura, me semble-t-il, une convention qui va avoir lieu, je crois, le 11 décembre, où tout va être annoncé, peut-être un peu avant. Ça s'organise, ça discute, permettez un peu que effectivement ça se discute entre nous. De quelle manière une nouvelle organisation, une nouvelle direction, plus visible du point de vue de tous ceux qui sont nos sympathisants et militants, se mettent en place. Voilà, on en est là. C'est-à-dire, il y aura un coordinateur? Ça, je peux pas vous trancher complètement la chose. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui coordonne, mais il y aura une équipe. Non, mais il y a plusieurs candidats? Non. Oh, c'est un travail assez administratif, on va dire. Je sais pas. Toi, ce qui m'intéresse. Mais il faut se réorganiser. Vous dites la France Insoumise doit se réorganiser. Mais bien sûr. Je veux dire, on rentre dans une étape nouvelle. Déjà, on est passé de 17 députés à 75 députés. Beaucoup de gens nouveaux. Il faut former aussi. Moi, je suis pour. Vous savez, la bataille qu'on a à mener, elle est culturelle, elle est idéologique. Tout ce dont on parle, que ce soit la manière dont progresse parfois ce que fait le gouvernement, enfin la manière dont il marque des points ou pas dans l'opinion, la manière dont l'extrême droite progresse, c'est des imaginaires politiques qui nous sont imposés. De la menace de l'immigration, de fait qu'il y a des gens feignants dans ce pays, etc. Et beaucoup d'autres sujets. Donc moi, je suis très attaché aux batailles culturelles, c'est-à-dire réexpliquer. Je pense que nous devons polariser des intellectuels, pourquoi pas des conférences thématiques assez régulièrement autour de sujets pour montrer qu'une autre société est possible, que ce qui est, comment dirais-je, conforme à l'histoire de la France, c'est une histoire républicaine, démocratique, d'avancée des droits, dans lequel le citoyen prend toute sa place, c'est quoi la souveraineté, etc. Bon, tout nombre de sujets, on pourrait en aborder d'autres. Ça, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire avec beaucoup d'autres moyens, mais parce qu'on a beaucoup grandi et il faut y travailler, voilà. Juste, votre coordinateur, c'était Adrien Quatennens, il va revenir à l'Assemblée? Il faudra qu'il revienne, oui, de toute façon... Pardon? Quand, vous savez, quand il va revenir? Ça aussi, c'est pas totalement tranché, mais avouez que c'est quand même délicat, cette histoire. Adrien, il a été élu par des gens... il a fait quelque chose qui est condamnable, mais aussi à la justice de le dire. Il n'a rien caché. Je veux dire, il a même fait état, presque trop à mon goût, de choses qu'il a écrites, qui sont par ailleurs sa version, qui n'est pas nécessairement la vraie version. Il n'aurait pas dû dévoiler sa version publiquement? Je crois qu'il devait garder sa parole pour la justice. Je dis pas parce que c'est mon ami, mais de manière générale, au bout d'un moment, quand la justice est saisie sur quelque chose, en plus là on parle de l'intime, eh bien que, par contre, il faut répondre à la justice, évidemment, mais pas la peine. Moi, cette obscénité médiatique auquel on a droit aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faut le faire, parce que ça n'apporte rien, parce que vous avez le regard de quelqu'un, vous avez évidemment, je pense à son épouse ou à son ex-épouse, je sais pas comment la qualifier aujourd'hui, à Céline, que je connais par ailleurs. Moi, je connais tous les acteurs, si je puis dire, de tout ça. C'est des gens que j'aime, qui se déchirent. On a tout ça dans nos vies. Et je crois pas que ce soit utile d'un seul coup qu'il y ait comme ça une mise en vitrine de moi, je pense ça, ma version. Ça sert à rien. Par la justice doit travailler, mais elle prend du temps. Et en attendant, je vois pas pourquoi quelqu'un qu'on dirais-je, a une attitude qui est quand même correcte du point de vue il ne cache rien, qui reconnaît des choses.
il peut continuer à faire le boulot. Mais donc il doit revenir à l'Assemblée. On verra comment après. C'est prévu qu'il revienne avant la fin du mois. Il y a rien d'établi, mais effectivement, je veux dire, il y a une réflexion. La présidente du groupe a fait savoir devant le groupe, il y avait une réflexion qui était engagée. Moi, je veux pas que ce soit la chasse à l'homme non plus. Fait le zoo, c'est-à-dire que quand il vient immédiatement, il y a 80 de vos collègues qui lui sautent dessus pour savoir. En fait, il faut que ce soit un peu digne tout ça. Et par ailleurs aussi, là, j'ai pas tous les éléments. Peut-être que si la justice pouvait peut-être s'exprimer avant, ça peut aider à ce qu'il y ait des clarifications pour la suite. Moi, je ne sais pas le calendrier judiciaire. Mais vous réfléchissez à son retour d'ici. Écoutez, non, mais je veux dire, Adrien, honnêtement, il a eu un coup de mou, pardon de l'expression, aussi pendant un moment. Il n'était pas en situation personnelle, affective, de remonter sur le cheval, si je puis dire. Il était en arrêt maladie. Voilà. Il est encore. Là, je crois que ça commence. Maintenant, il commence un peu à remettre, mais c'était pas simple, parce que beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Il y a une enfant en bas âge au milieu. Il y a beaucoup de choses qui étaient douloureuses. Là, je pense qu'il est en situation intellectuelle maintenant de revenir. C'est du moins ce qu'il semble dire. Il y a des combats à mener. Il y a des gens qui l'ont élu. Moi, je crois qu'il faut travailler dans cet esprit-là. Mais dans le respect aussi, c'est pas rien ce qui a eu lieu. Il y a une sensibilité à ces questions-là et des combats que nous menons contre les violences faites aux femmes. Donc, il faut trouver le juste équilibre et quelque chose qui est compréhensible. Merci, Alexis Corbière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On passe au Club des